Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, depuis les hauteurs de l'Alberta, nous allons prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Tout le monde a énormément critiqué l'armée de l'air russe. Il y a effectivement matière à discuter, mais ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de regarder l'excellent rapport de Russie. Alors Russie, qu'est-ce que c'est? C'est la Royal United Service Institute qui a publié un document début novembre qui est extrêmement bien documenté et qui permet d'identifier des grandes phases dans l'utilisation de l'arme aérienne de la troisième dimension par l'armée de l'air russe. Et il y a de nombreuses leçons à apprendre, mais surtout, ça nous permet d'un peu mieux comprendre ce qui s'est passé depuis 9 mois sur le front de l'Est et peut-être de mieux comprendre ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais avant, notre partenaire du jour n'est autre que World of Warships. Forcément, ça fait plaisir à l'officier de marine que j'ai été. L'objectif de ce jeu, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire des batailles navales. Vous pouvez prendre un des 400 bateaux qu'ils ont recréés, de vrais bateaux qui appartiennent à 11 pays différents. Et c'est un jeu gratuit, ça c'est important de le préciser. Et avec le lien, vous avez accès au pack débutant qui vaut 25 €. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est le code BOOM. Et vous allez pouvoir faire de la stratégie, mais également de la tactique, seul ou en équipe, et même jouer avec vos camarades pour reproduire des batailles navales. Donc c'est pas toujours facile. Oui, il y a également des porte-avions. Vous allez voir l'avantage de la troisième dimension. Et moi, personnellement, j'ai pris pas mal de plaisir à jouer à ce jeu que je connaissais déjà depuis un petit bout de temps et auquel je jouais parfois pour me détendre pendant ma carrière d'active. Alors n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous. Ça va vous amener vers une page où vous allez devoir choisir un camp. Et soit vous êtes dans la team plutôt Père Noël, soit dans la team plutôt des pirates, Sigma Octantis pour être précis. Dans tous les cas, 14 jours de compte premium, 500 doublons, 2 millions de crédits, un navire de rang 4 et 12 camouflages, de rubans d'hiver ou de sapins givrés. Alors je vous dis à très vite, que ce soit le jour de Noël ou pour le Nouvel An. Allez, sail safe. Roger, ball. Donc il y aurait eu 3 grandes phases identifiables depuis 9 mois. La première phase, c'est la phase d'agression, la phase de blitz, la phase de sidération pour les systèmes de défense ukrainiens. Systèmes qui se sont retrouvés à subir, à se faire attaquer. À cause de quoi? À cause de la guerre électronique qui a été efficace contre les défenses ukrainiennes, mais qui a également touché un petit peu les défenses russes. Donc vous avez eu possibilité pour les Russes de pénétrer en profondeur dans le territoire ukrainien, d'y faire des frappes contre des systèmes sol-air, frappes contre des grandes zones militaires, mais ces frappes sont restées relativement faibles, toute proportion gardée. Si vous faites un parallèle rapide avec une autre vidéo de la chaîne, celle sur l'efficacité du raid israélien lors de la guerre des 6 jours, vous voyez qu'avec 200 aéronefs, ils ont réussi à faire 3 vagues successives pour, au final, détruire quasiment toute l'armée de l'air égyptienne. Ils ont réussi à faire ça parce qu'ils ont réduit le temps lors des remises en œuvre entre chaque pontée, comme on dit dans la marine, et ça leur a permis d'entrée de jeu, d'écraser l'adversaire. C'est quelque chose que l'armée de l'air russe n'a pas fait. Et avec ces à peu près 350 avions de combat, ils ont eu un rythme d'opération beaucoup plus lent, ce qui a amené à peu près 150 frappes le premier jour seulement. Une fois passée cette première phase initiale, l'armée ukrainienne s'est regroupée, s'est réorganisée et surtout a envoyé ses systèmes solaires un petit peu partout et également ses avions de chasse un petit peu partout. Il est à noter que lors de la première phase, l'armée de l'air ukrainienne a décollé, mais que d'un point de vue technologique, elle n'a pas vraiment su faire la différence face aux avions Fox-3, tir et oubli de l'armée de l'air russe. Oui, il y a eu quelques victoires aériennes pour les Ukrainiens, mais malheureusement, toute proportion gardée, il y avait beaucoup plus d'avions de chasse russes et la technologie leur donnait l'avantage. Nous allons en reparler dans la deuxième partie. La deuxième phase, c'est donc une phase de regroupement pour les Ukrainiens, ou plutôt de dispersion, ce qui leur a permis de rendre leur système solaire beaucoup plus efficace. La guerre électronique russe s'est un petit peu effondrée, principalement à cause d'un souci dans la communication. Leur complan, comme on dit, leur plan de communication n'était pas très bien préparé, et ils se sont retrouvés à avoir d'énormes soucis de coordination et des soucis de communication, qui est quand même le nerf de la guerre dans la guerre moderne. À partir de là, réorganisation
côté ukrainien, désorganisation un petit peu côté russe. Et c'est un nouveau type de combat qui s'est mis en place, un combat où la moyenne altitude n'était plus vraiment accessible aux avions russes. Ils se sont mis à avoir de l'attrition à cause de sites solaires S-300 ou SA-11 ukrainiens. Et ils ont donc décidé de descendre vers la basse altitude. La descente vers la basse altitude ne s'est pas fait sans peine, car il y a des solaires très courte portée. Et c'est donc cette phase début mars où nous avons vu pas mal d'attrition du côté de l'armée de l'air russe, où ils ont tenté la moyenne altitude et ça n'a pas marché. Ils ont tenté la basse altitude et ça n'a pas trop marché non plus. À partir de là, et en ayant accepté d'avoir des pertes, les Russes ont donc décidé de changer complètement de stratégie, de tactique dans la troisième dimension, ce qui nous amène à la troisième phase. Troisième phase où c'est plus du chacun chez soi, mais les Russes se mettent en combat air patrol. Ils ont créé une multitude de zones où ils mettent des Sukhoi 30, des Sukhoi 35, avec le R-77, l'équivalent du MiK-EM français, donc le missile tir et oubli longue distance de l'armée de l'air russe. Et grâce à leur radar, qui fonctionne assez bien en look down, shoot down, ce qui veut dire regarder vers le bas et tirer vers le bas, eh bien ils restent du côté russe de la force. Ils patrouillent et dès qu'il y a un avion ukrainien qui s'approche de la ligne de front, ils vont pouvoir tirer un missile. Et là, eh bien pour les Ukrainiens, soit on fait demi-tour, soit on est obligé de continuer. On ne sait pas vraiment si on s'est fait tirer dessus ou pas. On se dit tiens, on peut passer à basse altitude et malheureusement, assez régulièrement, on se fait punir. Vous l'aurez compris, dans la phase actuelle, l'armée de l'air russe, grâce à sa supériorité en allonge RR, interdit la zone de frontière, la zone du champ de bataille à l'aviation ukrainienne, mais n'arrive pas vraiment à y mettre ses aéronefs en support à ses troupes au sol. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frappe pour autant, vous avez des missiles, des Kh-29, plein d'autres types de missiles qui sont tirés depuis le territoire russe ou depuis les parties, les zones contrôlées par les Russes, mais voilà, il n'y a plus de tentative de pénétration en profondeur chez les Ukrainiens qui ont réussi à redynamiser, à remettre en œuvre leur système solaire. Donc à l'heure actuelle, nous avons vraiment chacun reste de son côté. Dès que ça se rapproche trop de la ligne de combat pour les Ukrainiens, vous avez des tirs et souvent des victoires aériennes pour les Russes. Depuis quelques mois, et nous en reparlerons de manière plus précise, il y a un nouveau couple, si on peut dire, sur le champ de bataille, c'est le MiG-31 avec son missile R-37. Le R-37, c'est le missile Fox-3 tir-et-oubli qui est réputé pour avoir le kill de plus longue distance de tous les temps, plusieurs centaines de kilomètres. Et d'après pas mal de documents, eh bien, ce missile serait utilisé à l'heure actuelle en Ukraine et aurait abattu plusieurs avions ukrainiens. Ça nous ramène donc à cette problématique de l'allonge. Comment est-ce que ça fonctionne le combat dans la troisième dimension? Si vous restez très bas, il y a beaucoup plus de densité au niveau de l'air, vous ne pouvez pas trop accélérer et vos missiles ont une portée, ont des pattes, comme on dit, assez courtes. Si vous montez à haute altitude, 30 000 pieds, 50 000 pieds, eh bien là, vous avez beaucoup plus de portée. Et si en plus, avant de tirer, vous accélérez supersonique, votre portée se trouve encore accrue. Et à l'heure actuelle, vous avez les Russes qui font leur tour entre 30 000 et 50 000 pieds, supersonique quand il s'agit de tirer, et les Ukrainiens qui essayent de pénétrer vers le champ de bataille à très basse altitude. Et quand ils détectent qu'ils sont pris en compte par un Sukhoi, soit ils font demi-tour, soit ils la jouent gagnante, avec de l'attrition possible à la clé. Alors en résumé, qu'est-ce que l'on peut dire? Bien, en résumé, on voit bien qu'il y a un nouveau type de guerre aérienne qui s'est mis en place. Je laisse volontairement de côté tout ce qui est guerre du drone, qui mérite une vidéo dédiée, mais une utilisation de l'armée de l'air, de la chasse russe, à des fins d'interdiction de pénétration sur le champ de bataille, sans pour autant prendre de risques. Et c'est une technique efficace, défensive, mais en aucun cas offensive. Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. Et c'est plus une sorte de ligne Maginot des temps modernes dans la troisième dimension qu'une doctrine occidentale. C'est assez surprenant, j'ai envie de dire. On s'attendait à quelque chose de beaucoup plus offensif, mais à l'heure actuelle, on est vraiment sur ces postures défensives. Donc ce qu'on peut principalement retenir de ce rapport britannique, eh bien, c'est que le couple Fox-3, vecteur, donc tireur russe, fonctionne très bien et peut faire beaucoup d'attrition sur le champ de bataille. Leur capacité de combat aérien est donc assez avérée et efficace. Dans un deuxième temps, eh bien, c'est qu'à l'heure actuelle, l'espace aérien ukrainien est interdit aux avions russes grâce au système solaire. Si à un moment, ils n'ont plus de missiles pour ces systèmes solaires, eh bien, il est fort probable que, comme dans la première phase, les avions russes vont pouvoir repénétrer dans l'espace aérien. Il y a un troisième point intéressant également qui est celui de l'éventuel recours à l'artillerie anti-avion contre les drones, quelque chose qui a été très utilisé, très documenté pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été un petit peu oublié ces dernières années par les forces occidentales, qui pourrait être étudié plus en profondeur. Et le tout dernier point,
qui est poussé dans ce rapport qu'on vous met en lien en dessous, eh bien c'est qu'apparemment le S-400 est assez efficace et aurait des capacités à détruire des avions ukrainiens ou des hélicoptères ukrainiens, même en étant à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Et c'est assez documenté dans le document, donc je vous laisse regarder ça. Et personnellement, c'est ce qui m'a le plus étonné. C'est cette capacité du S-400 apparemment à pouvoir engager très très loin, bien au-delà de ce qui devrait être sa portée radar classique. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, nous allons reprendre la route et Laurence va vous expliquer comment les Ukrainiens ont eu un impact ici dans l'Alberta. Allez, c'est parti. Bienvenue au cœur des Rocheuses canadiennes. Nous roulons depuis plus de 2 heures dans le parc national de Banff, le premier au Canada, où nous sommes enveloppés d'un paysage de toute beauté. Notre regard se fige. Un petit mémorial dépasse de la neige au pied de Castle Mountain. La beauté du paysage est alors assombrie par la froideur de l'histoire. En août 1914, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Turquie et la Bulgarie lors de la Première Guerre mondiale. À l'époque, de nombreux ressortissants de ces pays vivent au Canada. La peur s'intensifie. Le gouvernement agit. Une loi fédérale sur les mesures de guerre est adoptée par le Parlement le 22 août 1914. Son objectif, maintenir la sécurité et l'ordre pendant la guerre. Concrètement, le gouvernement établit un réseau national de centres d'enregistrement civil dans les villes canadiennes. Les ressortissants sont tenus de s'y enregistrer et de s'y présenter tous les mois. Tous ceux qui omettent de le faire ou tentent de quitter le pays sans autorisation sont emprisonnés. Officiellement, plus de 8500 sont faits prisonniers de guerre et sont enfermés dans l'un des 24 camps établis dans le pays de 1914 à 1920. Castle Camp, dont il ne reste plus que des souvenirs, a été construit en 1915 au pied de Castle Mountain. Ce camp d'internement détenait des prisonniers immigrants d'origine ukrainienne, autrichienne, hongroise et allemande. Les prisonniers ont la vie dure. Ils sont contraints de travailler sur la construction de routes, aux opérations forestières et minières. Leurs conditions de vie étaient réputées épouvantables. Et honnêtement, après avoir roulé assise bien au chaud dans une voiture avec fauteuil chauffant, je ne vais pas prétendre pouvoir imaginer ce qu'était leur quotidien. Mais je peux avoir une pensée pour ces hommes et ces quelques femmes et honorer leur réalisation. Alors si un jour, vous avez la chance de venir découvrir ces paysages magnifiques, n'oubliez pas d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont ouvert ces routes de l'Ouest. Drive, travel and fly safe.